Est-ce que toi aussi, les puces te grattent souvent? Ah bah voilà, Ah, pourquoi t'en as parlé? c'est tes allergies. Ah, non, mais ça va me gratter toute l'émission, là. Ah, Bonjour Emmanuel, bonjour Maître Belle, bonjour Doudou. Moi, si. Coucou. Hello. Ah bah oui, mais moi, ça Bonjour me gratte. les auditeurs, Voilà. bah oui, tu vois, ça te gratte. Voilà. Bah oui, ça parle de puce cette fois. Ah. Le sujet du jour, Doudou, tu me parles de puce, c'est ça? Oui, on va faire. C'est basé sur une histoire vraie. Ah, Le chien Intéressant. l'amour une 2. histoire. Bienvenue sur Underscore, l'émission où Rodoudou vous raconte des histoires numériques. Mais pas que. Mais pas que. Eh bien, nous allons commencer d'abord par de l'actu. Qu'est-ce qu'on a à l'actu? Eh bien, l'Allemagne, Ah, ya. le format ODF obligatoire dans l'administration. Oh. Berlin impose le format ODF à toute son administration. Le format propriétaire de Microsoft disparaît de la liste officielle. Ce n'est pas un détail technique, c'est une décision politique qui pourrait, on l'espère, faire basculer toute l'Europe. Oui, Enfin, parce qu'en France, on dans n'a pas l'idéal, encore, hein. mais ouais. La CNAM déploie la suite et se libère. L'assurance maladie a officialisé le déploiement de la suite développée au sein de la DINUM pour ses 80 000 agents en remplacement de la suite Office de Microsoft. fin du scan des messages privés par les GAFAM dans l'UE. Ah bon? Ah bah, Le ouais. Parlement européen a refusé le 26 mars de prolonger la loi qui permettrait depuis 2021 à Meta, Google, Microsoft de scanner vos messages privés à une voix presse seulement, mais une loi permanente est toujours en négociation. Aïe, aïe, aïe. Des ONG alertent sur la docilité européenne à l'égard des géants numériques. 4 ONG, la Quadrature du Net, Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme et l'Observatoire des libertés et du numérique, étaient auditionnés le 25 mars dans le cadre de la commission d'enquête qui veut dresser l'état des lieux de nos faiblesses en matière numérique. 3 d'entre elles ont critiqué l'omnibus numérique ou le projet de simplification des lois numériques européennes actuellement étudié à Bruxelles, décrit comme une véritable Dérégulation. Voilà. Et déglutition, c'est pendant le repas à midi, mais... C'est ça. Voilà. LG annonce un écran à 1 Hz Ouais. pour économiser la batterie. C'est l'écran LCD qui peut baisser la fréquence de rafraîchissement jusqu'à une fois seulement par seconde. Si rien ne change pour éviter la consommation inutile des ordinateurs portables. Voilà, ça, c'est Ah. On revient au... ça, c'est un progrès technique intéressant. Quoi, voilà. C'est vrai. C'est déjà le cas, me dit-on dans l'oreillette. Eh bien, c'est tout pour l'actu. Bah ouais. Eh bien, on écoute une petite chiptune et on se retrouve après pour notre sujet du jour avec Rodoudou qui nous raconte des histoires de puces. À tout de suite. Ah, ça me gratte.
s'agissait de Pollo Cruriente de Romeo Knight. Donc c'était pas une chiptune, hein. Non, c'était une musique streaming, hein, mais qui a été classée première à la révision 2026. Il y a un petit air de la BO du 5e élément, je trouve, la musique de fin du film. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. L'histoire ne dit pas si les pédales du guitariste ont été mélangées par Matt Bell ou pas, mais... Ah, ça, il nous l'a pas dit. Eh bien, vous êtes sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Et cette fois, Roudoudou va nous raconter de belles histoires encore dans le monde numérique. Des choses qui grattent, des courses à la puissance. Bienvenue dans cette nouvelle chronique geek. Je vais vous parler de la course à la puissance qui a eu lieu dans les années 80. Hein. C'est pour moi que je considère comme l'autre nom de la guerre de la bande passante. Alors, l'informatique personnelle a vu passer de nombreux processeurs, en particulier au début des années 80. Il y avait alors une grosse poignée de fondeurs majeurs, Hitachi, Intel, Motorola, Zilog. On pourrait aussi citer NEC, Sharp, AMD en clone. Du côté du Japon, Fujitsu, Sharp, Hitachi encore, Toshiba fabriquait des CPU, mais pas vraiment pour le grand public à part NEC et Sharp. Texas Instruments, je ne le compte pas, mais je vous le mets quand même dans la liste parce qu'ils faisaient des trucs. Des secondes sources aussi, parce que dans certains cas, pour certaines applications, notamment militaires, il fallait absolument qu'il y ait plusieurs fabricants de la même puce. Chut, arrête de spoiler. Ah, pardon. La mémoire vive utilisée alors est la DRAM, dont les temps d'accès se situent autour de 250 nanosecondes, puis réduits rapidement pour plafonner 10 ans plus tard autour de 80 nanosecondes. Ce temps d'accès est important parce qu'il conditionne le débit maximal des données à traiter. Alors 250 nanosecondes ouvre déjà la porte à 4 mégas par seconde. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'accès à la mémoire est plutôt simple et surtout prévisible. En tout cas, cette mémoire-là à cette époque. Le processeur a besoin d'une instruction ou d'une donnée. Il se connecte au bus mémoire pour aller la chercher, simple, basique. La plupart des ordinateurs 8 bits vont être calibrés sur la mémoire du moment. On peut nommer le Commodore 64 avec son 6502 à 1 MHz ou les Spectrum Amstrad qui arrivent plus tard avec un Z80 à 4 MHz. Je te vois venir. Le 6502 et le Z80 sont deux processeurs 8 bits très différents. Déjà, ils n'ont pas la même fréquence de fonctionnement, mais en fait, cette fréquence est limitée par la mémoire. Alors là, j'ai pris l'exemple du Commodore 64 à 1 MHz parce que le 6502 a été le plus souvent utilisé à 1 MHz. Mais pour parler de ça, donc le 6502, plus rustique et simple, est aussi très optimisé. Il peut accéder à la mémoire 2 fois par cycle d'horloge. C'est pour ça qu'il ne peut pas augmenter facilement sa fréquence. En fait, il va déjà très vite. C'est-à-dire qu'il fait un accès mémoire sur le front montant et fait un accès mémoire sur le front descendant. Sa force est donc aussi sa faiblesse. Le BBC Micro utilisera le 6502 à 2 MHz. Grâce à l'augmentation de la vitesse des mémoires, ils avaient passé un partenariat spécial avec Hitachi. De l'autre côté, le Z80 prend son temps. Enfin, il prend son temps avec une fréquence 4 fois supérieure. Ou 2 fois supérieure à celle du BBC. Il possède beaucoup de registres pour un 8 bits et il a besoin de cycles pour préparer l'exécution de son microcode. Il est aussi très orthogonal, c'est-à-dire capable de réaliser des opérations de bits et de décalage sur n'importe quel registre. A contrario, il n'accède à la mémoire qu'une fois tous les 4 cycles. Parfois 3, ce qui permet par exemple, dans le cas de l'Amstrad CPC, de ne pas gaspiller des accès non utilisés à la mémoire pour l'affichage graphique. Et oui, il faut bien que le contrôleur vidéo aille lire des données quelque part. La mémoire centrale était partagée entre le processeur et la puce graphique. À chaque accès extérieur, le processeur devait attendre. Ouais, je l'avais vu venir celle-là. À peu près tous les vieux ordinateurs personnels sont concernés. Le cas d'école étant l'Amiga avec son blitter, son copper, Paula pour le son, qui accèdent tous, quand ils peuvent, à la même mémoire. Il n'y a, à ma connaissance, aucune implémentation idéale de ces machines. Toutes ont avantages et inconvénients dans leurs implémentations respectives. Pour distinguer la puissance des processeurs, à l'époque, on parlait de MIPS, ou millions d'instructions par seconde. Si on veut comparer nos deux challengers de façon équitable, c'est-à-dire avec la même mémoire, les mêmes performances, une consommation électrique proche, le 6502 peut exécuter jusqu'à 2 MIPS et le Z80 jusqu'à 1 MIPS. Tout ceci est très théorique, évidemment, avec un programme qui n'accède jamais à la mémoire et ne fait rien de bien concret.
Le 6502 peut exécuter 2 fois plus d'instructions par seconde, mais il n'est pas plus rapide pour autant. Sur des algorithmes simples, il peut tenir tête au Z80, voire le dépasser, mais dès qu'on complexifie les calculs, il s'effondre. Par exemple, les performances de tous les basiques en 6502 sont exécrables, mais on peut étendre ça à tout calcul qui dépasse 8 bits. Chez Motorola, il faudra attendre la fin des années 70 avec le 6809 pour battre le Z80, et chez Intel, on aura le 8088 qui est définitivement le meilleur processeur 8 bits, avec quand même 29 000 transistors, contre 4 000 pour le 6502, 8 000 pour le Z80 et 9 000 pour le 6809. Mais ces derniers processeurs 8 bits ne pourront rien faire face à la bombe de Motorola qui débarque, le 68000. Comme je vous le disais, l'architecture d'un processeur influe énormément sur la qualité d'exécution. Avec plus de registres, d'accès plus rapide, plus d'instructions diverses et capables d'utiliser ces registres, on fait moins d'allers-retours avec la mémoire et les performances augmentent. Ainsi, le 6502, qui ne possède pas d'instruction de copie mémoire, plafonne rapidement, car pour chaque octet lu, il lui faut au moins exécuter... il y a une coquille. Pour chaque octet copié, il faut au moins exécuter 4 instructions, qu'il faut lire aussi. Et à chaque fois. Avec du code optimisé, le 6502 à 2 MHz copie presque aussi vite que le Z80, qui lui n'a pas besoin de bidouiller ou dérouler de longs morceaux de code. Avec l'effacement mémoire, le 6502 à 2 MHz plafonnera à 500 kS, tandis qu'un Z80 peut pousser 50% plus vite, avec une fausse écriture 16 bits. Et là, je vous parle de comparaison équitable, mais le 6502 a surtout été utilisé à des fréquences 2 fois plus lentes. Sur le C64, dès qu'on passait en graphique, la lenteur de la copie mémoire rendait tout impossible. Déjà que notre Amstrad CPC n'est pas capable de rafraîchir l'écran entier à chaque frame. Je ne suis pas là pour faire une guerre entre différentes machines, surtout que celles sorties à base de 6502, on peut citer le Commodore 64 mais aussi l'Atari XL, étaient épaulées par des puces annexes offrant les sprite hard, des fonctions de scrolling câblé et des interruptions flexibles. Là où la plupart des machines Z80 ont été conçues des années plus tard pour être des jouets à bas coût. Les machines 8 bits les plus rapides étaient des PC, tout simplement, et de très très loin. Sur le calcul des nombres premiers, le Z80 était largué aussi loin qu'il avait largué le 6502. C'est juste qu'entre la sortie des machines à base de 6502 et celle à base de Z80, il s'était écoulé suffisamment de temps pour mettre un Z80 plus puissant et qui coûte moins cher. Et le 68000 dans tout ça, je vous dis que le 68000 est une bombe et je vous en parle pas. Bah oui alors. Ça vient. Le 68000 est un ovni. Déjà, il a 68 000 transistors. C'est plus de 2 fois le nombre de transistors du 8088. C'est un processeur 1632 bits avec plein de registres, des accès mémoire 16 bits, c'est-à-dire qu'il peut lire 2 octets dans le même cycle, et des optimisations liées à l'utilisation de la mémoire. Là où les autres processeurs proposaient d'incrémenter un registre pour passer à l'adresse suivante, le Motorola proposait des instructions pour ajouter des petites valeurs allant de 1 à 8, ce qui est très utile quand on manipule des structures et indispensable quand on lit la mémoire 2 octets par 2 octets. Ajouté à ça, son adressage dépassait 16 bits et toute la mémoire pouvait être vue d'un seul tenant. Il y a MoveP aussi, on peut faire des trucs très sympas avec MoveP. Sans la découper en blocs logiques de 64K. Sur le programme de référence de l'époque qui consistait à calculer des nombres premiers, il triplait la vitesse rapport au 80-88. Une bête de calcul. Au niveau des accès mémoire, si on veut le comparer au 80-88, qui pouvait copier 600 kg par seconde, le double du Z80, lui-même double du 6502 à 1 MHz, et bien que le 68000 ne dispose pas d'instructions de copie mémoire, son architecture rapide et ses nombreux registres lui permettaient de copier à presque 2 mégaoctets par seconde. Il allait presque 2 fois plus vite à fréquence égale. Mais alors, si c'était une bête de calcul et de mémoire, pourquoi on a eu des PC Intel ? Bah ouais, pourquoi Pourquoi ? C'était plus cher, non ? Alors, si on regarde la chronologie des processeurs, la sortie du 68000 en 79 est très trompeuse. Le premier ordinateur l'utilisant est l'Apollo DN100 en 1981,
qui est déjà une année charnière au niveau des mémoires vives. Une station de travail professionnelle. Il y a eu d'autres machines du genre chez Sun, Hewlett-Packard à destination des universités. Évidemment, hors de prix. Apollo avait été racheté par HP d'ailleurs. Ils avaient fait des trucs. Et vraiment destiné à des très très grosses entreprises. C'est de l'Unix et tout. Donc ça, c'est les premières machines à base de 68 000. Et 1981, c'est l'année où IBM sort son premier PC. Il est abordable, plutôt rapide, ouvert, extensible et surtout disponible en masse. Une des conditions non négociables d'IBM était de pouvoir s'approvisionner en multisource, ce que ne faisait pas Motorola, alors qu'Intel laissait d'autres fabricants produire ses processeurs sous licence. Et surtout, Intel était une machine industrielle aguerrie. Ils fabriquaient déjà des mémoires et des processeurs en masse. Ils étaient les meilleurs en finesse de gravure. Ils pouvaient tenir là où Motorola avait des problèmes de fabrication et ne laissait personne d'autre que fabriquer. Notre Outsider 68000 contenait 2 fois plus de transistors et la finesse de gravure était inférieure à ce qu'Intel pouvait faire, ce qui coûte cher et complique la production. Voilà pourquoi Intel a été choisi. C'est un peu la même histoire avec MS-DOS plutôt que CP/M, qui était objectivement mieux, la disponibilité. Donc, premier PC en 1981, alors qu'il faut attendre 1984 pour voir le 68000 sur une machine grand public, c'est ça qui est dingue. entre guillemets, parce que c'était stratosphérique, avec un Macintosh disposant de seulement 128 kg de mémoire. Mais c'était une révolution. Puis, en 1985, on a 2 anomalies. On a l'Atari ST en début d'année et l'Amiga 1000 en décembre. L'Apple Macintosh de 1984 n'a que 128 kg de mémoire. On voit qu'un bon processeur ne fait pas tout, surtout quand il arrive bien tard dans un écosystème fermé, pour ne pas dire verrouillé. 1984, IBM dégaine déjà son ordinateur à base de 286 et les premiers clones de PC apparaissent. Les PC AT à base de 286 sont toujours des ordinateurs 16 bits purs. Ils n'ont pas de registre 32 bits, ce qui a en réalité peu d'importance. Les ordinateurs ne croulent pas encore sous la mémoire. Ils sont proposés chez IBM de 256 à 512 kg de mémoire. Bon, alors c'est extensible, Le 286 apporte la mémoire virtuelle et le mode protégé, même si ça n'a pas été utilisé tout de suite. On a déjà expliqué pourquoi dans une émission. Et des tonnes d'optimisation qui enfoncent le clou rapport au 68000, performant mais en fait accusant déjà son âge. Le 286 va améliorer le prefetch. Oui, car le 8088 avait un prefetch. C'est, je crois, le seul processeur 8 bits à en disposer. L'exécution des sauts est revue, les opérations complexes type muldiv sont optimisées, il est plus de 2 fois plus rapide à fréquence égale, rapport au 8086, il fait sauter la limite de 1 méga de mémoire, le 286 est ce qu'on appelle une machine à copier. Mieux, l'amélioration des process permettra au fil des années de monter en fréquence. La pagination du 286 n'est pas aussi limitante que le bank switching du Z80, ça se programme sans difficulté. On n'a pas l'impression d'être sur un vieux CPU malgré l'absence des registres 32 bits. Je vous parlais tout à l'heure de transfert mémoire. Les mémoires n'ont pas tellement évolué, mais le 286 va exceller à les employer au maximum. À 8 MHz, la même vitesse que le 68000, le PCAT peut copier à presque 8 mégaoctets par seconde. C'est simple, c'est 4 fois plus rapide. Le processeur a des instructions dédiées à la copie et le prefetch d'instructions utilise chaque cycle mémoire inutilisé pour précharger le code à l'avance. Les PCAT ont une génération d'avance sur les machines Apple. En septembre 86, Compaq sort le DeX Pro 386 à 16 MHz. Ça a fait les gros titres à l'époque parce que le 386 comble de façon définitive la dette technique d'Intel sur Motorola. Le processeur est enfin un 32 bits pur, registre 32 bits avec ses mémoires 32 bits. Le 386 voit aussi l'apparition d'un cache externe très rapide sur la carte mère, une petite mémoire 4 fois plus rapide que la mémoire standard qui permet de renvoyer plus vite les données les plus utilisées. Et comme la mémoire est lue sur 4 barrettes en parallèle, ça tabasse. Le retard d'Apple s'accumule, le Macintosh 2 sort 1 an plus tard en 87 avec un 68020 et il leur faudra une année de plus pour intégrer le 68030 qui, s'il est performant, accepte mal la montée en fréquence étranglée par la mémoire, là où le 386 optimise au mieux les accès. Cette maudite mémoire qui n'évolue pas aussi vite que les microprocesseurs. Autre étranglement des machines Apple, le NuBus, un bus qui permet l'échange de données entre les périphériques. Ah oui,
je vous ai pas parlé des périphériques encore. Ah bah non. Ah bah alors. Les PC et les Mac ont une conception moderne. Rapport aux vieux 16 bits et puis les trucs là, comment ça s'appelait déjà ? Atari, Amiga. Ouais, tout ça. Amstrad, c'est ça. enfin, Avec La les carte, puces. donc sur le PC et le Mac, la carte graphique possède sa propre mémoire. Cela permet de réserver l'intégralité des accès à la mémoire centrale pour le processeur, là où tous les autres ordinateurs dont on a parlé phagocytent la moitié des accès pour l'affichage. Et oui, parce que sur beaucoup de micros, des micros 8 bits, c'est effectivement l'accès à la mémoire pour afficher la vidéo, fallait quand même aller lire la Dans la mémoire même pour mémoire. savoir, voilà, c'était dans la même mémoire, en mémoire centrale. Donc en fait, soit c'était entrelacé avec les accès du processeur, soit on arrêtait le processeur. On Ah, disait, mais j'ai le bébé dans les mains, comment Oui. je fais? ah, c'est ça. Bah Et- non, t'attends. Et qu'on entrelace... Oui. Arrête de spoiler. Ah Et donc, Spoiler. et donc, on était très limité par la vitesse des mémoires, c'est ce que je disais. Et là, sur Mac et PC, le fait d'avoir une carte graphique avec sa propre mémoire, voilà, on a toute la vitesse du processeur, enfin en tout cas la plus rapide possible. Pour la mémoire centrale. Par contre, oui, alors, donc, parce que pour aller vite, il faut brasser des données, soit pour en mettre sur l'écran, soit pour faire des calculs. Sur PC, les accès sont très simples. Via une plage d'adresses, on écrit dans la mémoire du périphérique et c'est tout, c'est rapide. Le Nubus permet aussi au processeur d'écrire dans la mémoire graphique, mais d'une façon trop protocolaire. Il faut dire ce qu'on veut faire, le faire, et ensuite acquitter, c'est-à-dire attendre la confirmation que l'opération a bien été réalisée. Ouais, c'est un bus asynchrone, donc en fait, c'est un peu plus lent. Cette horreur pénalise encore plus les performances des Mac. L'intérêt du Nubus était de pouvoir être indépendant du processeur. Les fabricants se concentrant déjà sur l'Intel, le Nubus permettait d'avoir des cartes qui fonctionnent partout où le Nubus était supporté. Donc sur les Mac. Je vais Il y a eu quelques autres machines, mais effectivement, c'était plus rare. Ouais. Je vais écourter la suite de l'histoire. Intel va continuer sur sa lancée et surtout faire grimper les fréquences. Et vraiment très haut. L'arrivée du La loi de Moore, non? Ouais, mais alors par contre, sur PC, en fait, le Nubus, c'est un bus asynchrone, c'est-à-dire qu'en fait, on fait une requête pour dire je veux écrire à telle adresse, il y a des signaux qui reviennent pour dire c'est bon, tu peux, etc. Alors qu'effectivement, le bus ISA, en fait, il était synchrone, donc il était calé sur la fréquence du processeur. Sauf que la fréquence augmentant, il y a des cartes qui n'arrivaient plus à suivre. Donc des fois, à un moment, il a fallu découpler les deux pour que le processeur il aille plus vite. Ce qu'ils ont fait, c'est que de toute façon, ils ont mis. Alors d'abord, il y a eu les. Après, il y a eu les chipsets avec du coup. Il y a eu les super, il y a eu les super bus ISA, le ESA, voilà, l'Opti, VLD, tout ça. il y a eu le plein local de bus, trucs. il y a eu Et tout après ce le qu'il fallait. PCI, mais. Donc, je vais courter la suite de l'histoire. Intel va continuer sur sa lancée, faire grimper les fréquences très haut. L'arrivée du Pentium et la généralisation des processeurs à plus de 100 MHz va forcer les fabricants à développer de nouveaux types de mémoire pour permettre aux processeurs d'exploiter plus de bandes passantes, car ils commençaient à attendre un peu trop. La production de masse va faire baisser les prix, de sorte qu'aucune concurrence ne puisse rivaliser, tant en puissance qu'en prix. On n'a certainement pas eu les processeurs les plus élégants avec Intel, pas eu le meilleur OS Non avec plus. Microsoft, mais ça a été une sacrée aventure, et surtout le format ouvert du PC a eu heureusement d'autres qualités, comme la profusion de matériel différent, en carte graphique, en carte son. Et puis le PC, c'est encore plus que ça. En industriel, tu posais un fond de panier dans une boîte, t'enfichais tes cartes dessus comme un Lego, un processeur de la RAM, un disque. Il y a vraiment une souplesse qu'on n'a jamais trouvée ailleurs. Est-ce que l'histoire se termine ici ? Bah oui. Eh bien, pas vraiment. Comme je vous disais, la suprématie d'Intel s'envole avec l'amélioration des mémoires. Et en 30 ans, les améliorations ont été régulières. EDO, SDRAM, DDR, DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, et du côté des cartes graphiques encore plus. À chaque génération, on double les taux de transfert. Et puis les processeurs eux-mêmes disposent de quantités phénoménales de mémoire interne ultra rapide. Mais en embuscade, il y avait toujours des processeurs qui tiraient leur épingle du jeu, parce qu'ils s'étaient positionnés sur le marché de petites puces, pas spécialement puissantes, mais qui consommaient peu. Enfin, je dis pas spécialement puissantes, mais au moment où c'était sorti, le 386 a eu chaud. Et où mettait-on ces processeurs ? Dans les téléphones. Ah. Avec en réalité les mêmes systèmes d'exploitation que sur les PC. Ah.
Donc ce petit monde évolue et on finit par se retrouver, malgré le côté moins puissant, avec des téléphones capables de lire des vidéos en haute définition, de jouer à des jeux en 3D de super qualité. Ça a pris du temps quand même, hein, parce que Windows CE, c'était Ah pas oui. encore ça au départ. Mais là, je parlais pas de Windows, là, je parlais plus d'Android et Linux. Pour des raisons industrielles et bassement pragmatiques, on assiste à une convergence des systèmes d'exploitation entre les téléphones et les ordinateurs personnels. Est-ce que vous voyez arriver la suite ? Oui. Si les téléphones arrivent à exécuter des systèmes d'exploitation de PC, Android est basé sur Linux, que le système d'exploitation des Macintosh à base de processeurs Intel est basé sur BSD, un très bon Linux, très standard, ça doit pas être bien compliqué de créer un ordinateur à base de puces de téléphone. Ben non. Je schématise les détails techniques, mais c'est ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, hein ? Et depuis quelques années, les ordinateurs Mac utilisent des processeurs de téléphone dopés aux hormones, qui sont les héritiers spirituels du 68000, un peu du 6502, et ce sont les puces ARM. Ouais. Encore plus ironique, l'architecture de ces ordinateurs revient aux fondamentaux, à savoir partager la mémoire centrale de l'ordinateur entre le processeur et les périphériques, en particulier la carte graphique. Il faut faire attention avec ça, parce que on peut écrouler une machine si on projette sur un écran 8K. Parce que là, il y a tellement de pixels qu'on va se retrouver avec les mêmes problèmes qu'on avait à l'époque. Mais pour une utilisation sur un écran Full HD 4K, ça passe tout à fait bien. Alors, il est probable que les amoureux du 68000 n'attendaient pas ce genre de revanche, mais c'est amusant de voir que non seulement les processeurs apparentés au risque ne sont pas morts, mais ils sont en super forme. Ouais. M1, M2, M3, M4, M53. Et puis, tout ce qui est Cortex, puisqu'en fait, ce que fait Apple, c'est ni plus ni moins que des Cortex Oui, c'est maison, des armes quoi. avec des trucs en plus. Et puis, Voilà. Et effectivement, ces processeurs sont étonnants. Enfin, j'ai acheté un Raspberry Pi 500 et ça fonce, hein, c'est incroyable, ça marche bien. Ça va vite, hein. Ça va vite. Eh bien, merci Rodoudou pour cette magnifique chronique qui nous retrace l'histoire des puces. Ça va, ça te gratte plus Ça va maintenant ? C'est bon ? Maintenant que tu me le dis. Ah oui, mais t'attends le bus. Ah oui. Ouais. De 18h17. Ah non, c'est pas cette chanson-là qu'on va écouter. Non, exactement. C'est une chiptune et on se retrouve après pour l'agenda. À tout de suite.
Il s'agissait de In the Shadow, Xtrium Hellenix, une musique qui a été présentée à la révision 2026. Elle a été classée 3e. Quoi, elle n'était pas première, t'avais dit qu'on avait que les premiers. Oui, non mais il est français, alors s'il te plaît. Non mais c'est bien aussi. Et on le salue d'ailleurs. Ouais. Vous êtes sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique, et nous allons passer à l'agenda. Et on est sur Radio Méga. Oui, Fait Cactus, Mutine, Primitive et Westrack, Ouais. pour ceux qui sont au plus haut de la France. Et sur underscore.radio.fm. Aussi. À l'agenda. À l'agenda. Ah. Alors, c'est le j'aime, tos, j'aime ou j'aime pas. Il y a le... et bon, je sais plus, je l'ai plus. J'ai plus sous les mais yeux. c'est une démo partie Atari. Oui. C'est payant sur inscription. D'ailleurs, c'est clos. C'est le 2 et 3 mai à Saint-Just-en-Chaussée, à la salle des fêtes, place René-Benoît, et c'est dans l'Oise. Et c'est Atari, donc c'est super. C'est ça. Voilà. Du lien et des liens. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, pour rester dans le ton du rétro, hein, un peu d'histoire, donc une vidéo avec le copain Benjamin Bayard qui raconte les débuts d'Internet en cuisinant un bœuf bourguignon. Bah ouais, il y a eu la cuisine des mousquetaires, alors pourquoi pas la cuisine des vieux cons des Internets. Une archive de fond d'écran BMP en tuiles de Windows 3.1, nostalgie garantie. Voilà. Ah oui, bah ouais, qui se rappelle des feuilles là, et puis oh là là. Un player YM AY390 en ligne, écrit en Rust, donc, mais dans le navigateur, c'est marrant. Et il supporte les formats SNDH, YM, AY, avec déjà 7000 c'est bien, musiques ça. Atari dans la playlist. Oh. Donc vous allez pouvoir vous déboucher les oreilles. Hein. Et enfin, Retro Directory, une carte des lieux vintage et rétro, boutiques, musées, clubs. Tiens, il manque le Pixel Pub, AAA, Gamestalgie. Ouais, l'idée est bonne, mais n'hésitez pas à contribuer. Eh Voilà. bien, merci. Et les liens se retrouvent sur underscore.radio.fm. Eh oui. Astrologique Froton, cette boule. Makune, il s'appelait Nubus car Apple n'avait même pas les moyens de l'habiller. Technophile. Ah. CPU, lélé. Plus il y a transistors et plus ça chauffe fort. CPU, lélé. Technocritique, Yann Amar. Nerd. Les SSD, c'est cher. Même le Sony est cher. Oui, Sony Cher. Ah. Voilà. Électronicien. Alors j'ai recompté le nombre de transistors dans le 68 000 et en fait, j'en peux plus. Open Data. J'ai perdu ma commande CADA. Quelqu'un l'a vue? Elle n'est pas enregistrée au cadastre. Panapapa. Eh là là. Ah, mais elles peuvent pas être toutes bonnes, hein, parce que bon. J'ai reçu un mail de C3PO. Pour C3PO, il va demander des droits d'auteur. Ah mince. Bon, est-ce que tu as retrouvé le fil de l'émission, Medbel? Oui, générique de fin. Ah bah voilà, on y Parfait. arrive, oui. T'as raison. Tu vois, c'est nickel. Parce qu'effectivement, Juste on arrive en à la fin. Eh bien, auditeurs, auditrices Et d'ailleurs, j'ai de faim. partout en France, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de la découverte, je pense. Oui. Oui, de toute façon. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, salut. Bye bye. Bonjour Yoann, bonjour Loulou, bonjour Nadège, bonjour Flo. Hello.